terminer avec ce qui me semble être, ou du moins ce qui vous semble être le plus important peut-être dans le cadre de la création, qui vous pose souvent question. Donc, ce sont les statuts juridiques. Et je vais avoir cette joie, en tous les cas, de clôturer avec les statuts juridiques. Et comme vous l'aurez compris ou pas, sachez qu'une seule chose, tant que vous n'avez pas travaillé sur votre projet, tant que vous n'avez pas effectué votre étude de marché, tant que vous n'avez pas travaillé sur votre prévisionnel, il n'y a pas de statut juridique. Pour arriver effectivement à choisir son statut juridique, c'est parce que tous ces préalables ont déjà été réalisés. Donc ça va être important puisque ça va vous permettre de choisir vraiment le statut le plus adapté à votre situation. Donc vous comprenez bien, pas de business plan, quasiment pas de statut juridique. Ou du moins, vous pouvez le choisir, mais ce sera pas fait avec de véritables arguments. Et sachez encore une fois, quand on choisit un statut juridique, on opte avant toute chose pour un régime fiscal et social. Voilà pourquoi le fait de bien maîtriser son business plan, son business, va être déterminant pour la suite de votre développement d'entreprise. Donc, je vais commencer. Donc, l'intitulé, c'est effectivement comprendre et choisir son statut juridique. Donc, je vais essayer d'être la plus concise possible par rapport effectivement à ces différents types de statuts juridiques. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va aborder, donc, qu'est-ce qu'une entreprise ou qu'est-ce qu'un choix de statut juridique? On ira ensuite sur la société et c'est quoi une entreprise individuelle. Donc, c'est les 3 points qu'on va aborder. Donc, en termes d'introduction, donc quand on parle d'entreprise, d'accord, c'est vraiment un terme juridique, c'est vraiment un terme générique et pas juridique. L'entreprise va regrouper un ensemble effectivement de statuts, mais surtout quand on parle d'entreprise, on parle d'une activité dite professionnelle. Alors qu'elle soit sous forme commerciale, artisanale, libérale, industrielle. Donc tout dépendra, ou voir ce que je n'ai pas évoqué, qui n'est pas indiqué ici aussi. Aussi, ça peut être un exploitant agricole. Donc toutes ces activités, quand vous vous lancez dans ces activités, on parle bien d'entreprise. Donc, et quand on parle d'entrepreneur, on parle de la personne qui va diriger l'entreprise, qui va gérer l'entreprise. Voilà ce qu'on entend par une entreprise. Et derrière, bien sûr, on choisit le statut juridique qui va lui permettre effectivement de fonctionner, ou en tous les cas, de pouvoir avoir une légitimité fiscale et sociale. Donc, comme on peut dire, ou du moins, je ne sais pas si vous le saviez, en France, il y a 2 formes juridiques. Il y en a 2, il n'y en a pas plus. Il y a effectivement ce qu'on appelle les sociétés et les entreprises individuelles. Donc, pour cette première partie, on va plutôt parler des sociétés. Donc, comment ça se décline pour les sociétés? Vous avez effectivement des formes juridiques que vous connaissez, que vous entendez parler, peut-être que vous avez même déjà choisi. Dans les sociétés, on retrouve effectivement les SARL, les URL, les SAS, les SASU. Il y en a bien d'autres qu'on n'a pas cités ici, mais qui n'étaient pas prioritaires et sont très liés à certains secteurs d'activité ou certains dispositifs. Donc, pour ce qui nous concerne, ce sont bien celles-ci. Ensuite, vous avez dans un deuxième temps, ou en tous les cas, des entreprises dites individuelles. Il y a 3 formes. Il y a ce qu'on appelle l'entreprise dite classique, d'accord? Vous avez ensuite le URL et le micro-entrepreneur. Donc, je vais évoquer et d'essayer de vous apporter quelques éléments de réponse sur ces différents statuts et comment vous devez, et sur quels critères vous devez choisir tout simplement votre société. Donc, pour démarrer avec la société, le statut du choix de la société, quand on parle de société, on parle de personne morale. Alors, en France, qu'est-ce que veut dire une personne morale? Eh bien, tout simplement, c'est constituer, c'est affecter, d'accord? C'est constituer, affecter un patrimoine à une entité différente de la mienne. D'accord? Donc, je scinde. Moi, je suis moi et je crée une entreprise qui est une société en lui affectant une personnalité juridique avec un patrimoine, capitaux, etc. Donc, tout ça va constituer le socle d'une société.
Cette société, bien sûr, c'est une coquille vide sans son dirigeant. Donc, son dirigeant, et quel que soit le dirigeant, bien sûr, on l'appelle aussi le mandataire social. Vous entendrez beaucoup qui est le mandataire social. Donc, vous êtes aussi mandataire social. Donc, on demandera au mandataire social, celui qui engage la responsabilité tout simplement civile et pénale de l'entreprise. Donc, voilà pourquoi c'est très important que vous puissiez effectivement le comprendre. Qui peut être mandataire social? Je vous dirais simplement, n'importe qui peut être mandataire social à partir du moment où il a la majorité, dans un premier temps, et bien sûr, s'il n'est pas mis sous tutelle. Donc, n'importe qui peut être dirigeant ou mandataire social. Donc, une fois qu'on a constitué ou réfléchi sur la constitution de la société, sur le choix du statut, vous avez dans chacun des statuts, chaque statut, des règles de fonctionnement dans le cadre de la société. Donc, qui sont fixées en règle générale sur les statuts. Vous avez aussi bien les statuts, mais ça, je vais le développer tout à l'heure, aussi bien sur la SARL, le URL, ou la SAS et la SASU. D'accord? On considère qu'effectivement, dans ces statuts, il y a un ensemble, effectivement, d'articles à respecter, qui sont complètement licites pour le coup, et qu'on ne peut pas forcément modifier. On ne peut pas aller à l'encontre de la loi. C'est ça que disent les textes de loi. Donc, on doit nommer effectivement, non seulement les associés sont identifiés, mais chaque associé doit apporter du numéraire ou du nature pour constituer le capital. Donc, c'est bien dans les statuts qu'on va retrouver effectivement les apporteurs, ou en tous les cas ceux qui ont contribué à créer et à doter l'entreprise d'un patrimoine. Donc, on peut créer bien sûr une société seule, à plusieurs ou seule, et ça, c'est le législateur qui a légiféré il y a quelques années, en 1986, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dans un premier temps, si je décide de créer à plusieurs, la question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai des associés? Est-ce que j'ai besoin d'associés par rapport à mon projet? Donc là, ça va dépendre effectivement d'un certain statut. Et si je crée seul, aujourd'hui, je peux créer seul, oui, mais je n'ai pas besoin d'associés et je ne souhaite pas d'associés. Donc, il y a plusieurs cas de figure à laquelle il faudra réfléchir pour savoir quel va être effectivement le statut le plus adapté. Donc, encore une fois, je reviens sur l'ASARL, donc quelles sont les entreprises ou les sociétés de capitaux avec plusieurs associés. Donc, ces sociétés de capitaux sont la SARL et vous avez la SAS. Voilà, c'est les deux choix quand on est plusieurs associés qui nous restent pour pouvoir savoir quel va être le meilleur statut, le meilleur statut par rapport à notre business. D'où le fait de bien partir sur le business plan. Je l'évoquerai rapidement sur la SRS. Vraiment, la petite différence, elle peut être impactante financièrement. Donc, d'où la nécessité de savoir est-ce que je pars en société à responsabilité limitée ou en société par action. Alors, pour mieux comprendre, moi, ce que je vous propose, c'est de partir déjà pour mieux décortiquer ce que c'est qu'une SARL, donc une société à responsabilité limitée. D'abord, il faut au moins être 2 minimum pour constituer cette société. On règle, effectivement, il y a des règles de fonctionnement fixées par les statuts, d'accord? Bien sûr que vous pouvez y apporter quelques modifications qui ne sont pas contraires au texte de loi, ça c'est une évidence. Je vous invite effectivement à le lire attentivement et le vrai, si je dois vous donner un vrai conseil quand vous vous associez, c'est quand même de vous rapprocher d'un avocat pour éviter les désagréments du développement de votre entreprise ou de la suite, tout simplement. On en connaît quelques-uns. Donc, de bien choisir ses associés, c'est important, mais surtout derrière, de bien rédiger ces statuts vont être aussi importants. Donc, quand on dit le dirigeant sur une SARL, on parle bien du gérant. Le nom affecté, c'est la gérance. On parle de gérant. Donc ça, c'est le point important que vous devez bien identifier. Quand on dit gérant, on pense à SARL, et quand on dit une autre terminologie que je dirai plus loin, ça sera lié à un autre statut. Donc, le gérant, et bien sûr, la société doit obligatoirement être dotée d'un capital social
qui est librement fixé par les associés, hein, puisqu'il n'y a plus d'obligation du capital minimum. Mais soyons réalistes, vous devez bien sûr fixer un capital en fonction du risque du projet, bien sûr, de la crédibilité que vous souhaitez apporter à vos partenaires, quels qu'ils soient, banquiers, investisseurs, mais pas que. Ça peut être aussi les banquiers, du moins les partenaires, les associés, je vais y arriver, les clients aussi, peuvent effectivement se poser la question sur le montant que vous mettez à votre capital. Donc, il est important de fixer un montant, et l'idée de se comparer à un concurrent ou un partenaire, c'est pas déconnant. Voilà pour ce qui est de la fixation du capital. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement sur les aides fiscales, les aides sociales, dans le cas d'une SARL, effectivement, on nomme un gérant, qui est le mandataire social, on définit un capital, mais c'est à ce moment-là aussi, en fonction bien sûr du nombre de parts qu'il possède de gérant, c'est là aussi qu'on va déterminer la couverture sociale du dirigeant. Donc, il a trois hypothèses, il y a trois possibles. Soit, ou du moins, il y a plutôt deux possibles, avec trois hypothèses possibles dans le cadre d'une association. Il peut être gérant majoritaire, que vous voyez ici, et qu'on appellera un TNS, bien sûr, et il dépendra automatiquement, il sera rattaché à la sécurité sociale des indépendants, c'est SSI, d'accord? Ensuite, il peut être aussi dans un autre cas de figure, il peut être aussi le gérant minoritaire ou égalitaire. Vous êtes deux associés, on a les mêmes parts, ou moi j'ai un peu moins de parts que mon associé. Dans ces deux cas de figure, gérance minoritaire ou égalitaire, vous êtes rattaché au régime général des salariés. Vous êtes rattaché au régime général des salariés. Donc, en clair, vous êtes un assimilé salarié. Et ça, c'est très important. Donc, voilà pour, effectivement, quand je prends cette SARL, j'ai deux possibles en termes de régime social, avec trois possibles de mandats, ou en tous les cas de parts sociales au sein de l'entreprise. Je peux être minoritaire, égalitaire et majoritaire. Donc, de bien réfléchir aussi sur la répartition de ce capital. Ensuite, et pour finir, comme toute société, comme toute entreprise ayant une activité économique, son bénéfice est soumis de plein droit à l'impôt société, qu'on appelle aussi l'IS. À l'issue du versement de l'IS, vous avez la possibilité, bien sûr, de vous distribuer des dividendes si, bien sûr, elle a généré des bénéfices. Qu'on soit bien d'accord. Ça, c'était pour la SARL. Donc, la particularité on va regarder la particularité pour une SAS. Donc, pour une SAS, pareil, idem, il faut être au moins deux associés, d'accord, pour créer une entreprise. Il n'y a pas de maximum pour les associés. C'est pas comme dans la SARL. Par contre, ici, dans la rédaction de ces statuts, c'est relativement simple, du moins simple et relativement souple en termes de fonctionnement par rapport à la SARL. Ici, le dirigeant, on va l'appeler plutôt président que gérant. Il sera président. Et bien sûr, il n'y a qu'un seul président. Il n'y a pas de président. On ne peut pas avoir une cogérance. En clair, excusez-moi, sur une SARL, on peut avoir de la cogérance, mais ici, on peut nommer, même si on est plusieurs associés, on peut nommer qu'un seul président. Et donc, il n'y en a qu'un seul. Par ailleurs, vous devez aussi définir un capital social. Donc, idem que c'est les mêmes règles de fonctionnement que pour la fixation d'un capital pour une SARL. Le montant est fixé librement et pas d'associé. Par contre, c'est pareil aussi là-dessus. Comment je fixe mon capital? Je crois que c'est la partie quand même qui n'est pas la plus simple. Comment je la fixe? C'est effectivement en fonction de la nature du projet, du risque du projet, des associés, du nombre, du capital apporté, de la crédibilité par rapport à vos interlocuteurs, quels qu'ils soient, et puis bien sûr de vos clients, bien sûr, parce que ceux-ci peuvent effectivement être sensibles à la capacité financière ou à la fiabilité financière de vos capitaux. Voilà pourquoi c'est important. Pour le coup, donc là, on a déterminé effectivement qu'il fallait aussi un capital et qui était librement fixé par les associés. Le régime social du président, là-dessus, il n'y a pas de choix possible.
d'accord, vous êtes de fait, je le dis bien, vous êtes de fait un assimilé salarié. Dans cette structure juridique, vous êtes de fait un assimilé salarié. Ça veut dire que vous cotisez directement au régime général des salariés. Donc, vous bénéficiez de la couverture du salarié en cotisant aussi à la retraite. Par contre, je précise qu'il n'a pas été dit, hein, quel que soit le statut juridique, hein, quel que soit le statut juridique, vous ne cotisez pas à Pôle emploi. Voilà, ça c'est un point, quel que soit le statut juridique, vous ne cotisez pas à Pôle emploi. Et d'ailleurs, donc voilà, en tant qu'assimilé, c'est pour ça qu'on dit assimilé salarié, parce que vous cotisez à toutes les caisses, sauf à celle-ci. Et pour finir avec ce statut de SAS, le bénéfice, lui aussi, est soumis à l'impôt sur la société. Et derrière, il y a rétribution ou pas de dividendes. Ça, c'est en fonction, bien sûr, si l'entreprise a généré des dividendes, mais pas seulement. Hein, c'est aussi les statuts qui peuvent effectivement imposer de ne pas se reverser de statut, de dividendes, ou tout simplement, vous avez décrété que ce n'était pas forcément le moment, que vous préférez réinjecter ça en trésorerie. Donc, ça, c'était pour les sociétés, hein, du moins à capitaux avec plusieurs associés. Maintenant, quand on s'associe seul, alors comme son nom l'indique ou pas, c'est associé unique. Donc, je m'associe avec moi-même. Et ça s'appelle tout simplement, vous avez deux possibles. Hein. Vous avez le URL et la SASU. Le URL n'est autre que, du moins, une extension, je dirais, de la SARL et la SASU de la SAS. Alors, concrètement, on va retrouver, et là, pour le coup, on va retrouver quasiment les mêmes choses, les mêmes obligations que pour une SARL, d'accord? Sauf que là, on sait que vous êtes tout seul, que vous avez 100% du gâteau, 100% des parts, pardon, 100% des parts, et que du coup, comme vous avez 100% des parts, vous êtes forcément un gérant majoritaire. Ben oui, de fait, vous êtes un gérant majoritaire. Donc, en tant que gérant majoritaire, vous voyez ma souris, je suis descendue. Si vous êtes un gérant majoritaire, vous dépendrez, d'accord, de la sécurité sociale des indépendants. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre choix possible parce que vous êtes associé unique. Voilà pourquoi. Donc, je reprends, comme pour une SARL, eh ben, je dois fixer aussi un capital social. Le montant est librement fixé par mois, par l'associé. Vous êtes tout seul, donc vous êtes tout seul en tant que mandataire, qu'on soit bien d'accord. Vous êtes tout seul dans la constitution du capital. Donc ça, c'est un point qu'il faut repréciser. Et comme une SARL, elle peut effectivement, elle doit, c'est pas elle peut, hein, sachez-le, elle doit s'acquitter de ses impôts. À la particularité près, pour une URL, hein, du fait que vous ayez 100% des parts, vous êtes soumis de plein droit à l'impôt sur le revenu. Donc, en clair, ça veut dire quoi sur le revenu? Quand je crée ma boîte, mon chiffre d'affaires moins mes charges de fonctionnement égale mon bénéfice. Ce bénéfice est considéré comme du revenu. Et c'est là-dessus que je devrais payer des charges sociales. Sauf bien sûr, si j'ai décrété ou si je décide que pour moi, il est plus avantageux que ce soit la société qui paye ses impôts. Donc là, pour le coup, je peux opter pour l'IS. Alors attention, la société opte pour l'IS, d'accord? Puisqu'on est deux, hein. Rappelez-vous, on est deux. Société, c'est une personne morale, on est deux. Donc la société, j'ai décrété que la société allait payer ses impôts. Par contre, moi aussi, hein, si bien sûr je dégage des revenus de mon activité, hein, je vais devoir aussi m'acquitter de mes impôts sur le revenu. On soit bien d'accord. Maintenant, on va évoquer la SASU. Alors, la SASU, c'est le pendant de la SAS. Hein. C'est là, ça me permet de créer tout seul, de ne pas avoir d'associé. D'ailleurs, ça a été constitué pour ça, hein, de fait d'ouvrir pour un seul associé. Hein. C'est exactement pareil, les mêmes règles de fonctionnement pour les statuts. Hein. On doit déterminer effectivement aussi un capital librement. On doit aussi nommer un président et pas un gérant, il n'y en a qu'un seul. Et pour le coup, pour la SASU, là, de facto et automatiquement, je dirais, vous êtes soumis pour le cadre du régime social, vous êtes directement rattaché au régime général des salariés. Donc, vous êtes un assimilé salarié. Et là, pour le coup, pour la SASU, par contre, vos impôts, en tous les cas, votre bénéfice est soumis directement à l'impôt sur la société. Donc ça,
C'est les règles de fonctionnement pour une société. C'est vraiment les grands principes d'une société. Après, la petite différence, elle est liée simplement au taux de charge sociale. Maintenant, je vais m'attaquer à l'entreprise individuelle. Alors, sachez quand même, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais ça représente 70% de création d'entreprises en France, ce qui n'est pas négligeable. Donc, on revient sur, effectivement, sur cette slide. Je vais évoquer les entreprises, les EI, les EIRL et les micro-entreprises. Tout à l'heure, pour ceux qui étaient présents, je vous ai dit que j'expliquerai ce que c'est qu'une EIRL classique, ou EI classique. Alors voilà. Donc, quand on dit une entreprise individuelle, quel que soit le statut, du moins, quelle que soit l'activité, quel que soit le secteur d'activité, quand on dit une entreprise individuelle, on parle bien du statut juridique. D'accord? La particularité de ce statut juridique, c'est que vous êtes ce qu'on appelle une personne physique. C'est Leïla Antaou qui s'y matricule. C'est la personne qui s'y matricule, qui est identifiée comme étant une société à elle toute seule, mais en personne physique. Alors, quelle est la différence avec une société? Je vais vous la faire tout simplement. Patrimoine professionnel et personnel sont confondus. Je ne fais qu'un, puisque je suis une personne physique. Ma société et moi, mon entreprise, pardon, et moi, on n'en fait qu'un. Alors que si je constitue une société, on sépare. Responsabilité limitée, on sépare, puisqu'on définit un capital dès le départ, social, qui me permet de dégager ma responsabilité pour la société, pour une entreprise individuelle. C'est moi qui me porte responsable, avec mon patrimoine personnel. Donc voilà pour la petite distinction d'une entreprise individuelle, mais sachez encore une fois, ça représente 70% de création. Donc, le dirigeant est qualifié d'entrepreneur individuel, ça c'est son qualificatif, hein, mais il y en a bien d'autres, profession libérale, on les connaît, hein, il y en a quelques-uns, tout ça c'est pour rappeler que vous êtes une entreprise individuelle. L'entreprise et l'entrepreneur, comme je l'ai dit, ne forment qu'un. Alors c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que l'entreprise individuelle peut avoir des salariés? Oui, bien sûr, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Personne ne vous l'interdira, on est bien d'accord. Et bien sûr, comme une entreprise individuelle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec les aides, comme une gérance majoritaire, vous êtes soumis, bien sûr, au SSI, à la Sécurité sociale des indépendants, du fait que vous soyez, bien sûr, un entrepreneur individuel. Donc, vous êtes un TNS. Alors, j'en reviens maintenant à l'entreprise dite classique. Alors, ça veut dire quoi une entreprise dite classique? L'entreprise dite classique, alors là, je vais donner le détail tout à l'heure. Donc là, comme pour l'entreprise, hein, vous êtes tenu responsable indéfiniment des dettes de l'entreprise puisque vous êtes en nom propre. Là, je l'ai dit, patrimoine professionnel et personnel confondu. Par contre, effectivement, sachez-le que la loi Macron du 5-6 août 2015 couvre votre résidence principale, donc elle n'est pas saisissable depuis cette période. Saisissez si vous êtes propriétaire, bien sûr. Vous êtes socialement dépendant, en tous les cas, du régime de la Sécu, comme on l'a dit, de la sécurité sociale des indépendants. Quand on parle d'entreprise dite classique, on parle surtout de cette notion de TVA. Vous êtes automatiquement, dès le premier euro facturé, vous êtes soumis à TVA. Voilà ce qu'on entend par entreprise classique. D'accord? C'est ça la petite différence. Donc, vous êtes soumis, assujetti à la TVA. Ça, c'est une particularité pour l'entreprise individuelle. Bien sûr que cette entreprise va générer aussi certainement des revenus, hein, mais le bénéfice de l'entreprise, c'est le revenu de l'entrepreneur. Le bénéfice de l'entreprise, c'est le revenu de l'entrepreneur. Et du fait que ce soit son revenu, eh ben, l'entreprise individuelle est soumise à un impôt sur le revenu. Donc, vous allez directement payer votre impôt sur le revenu sur le bénéfice qu'a généré l'entreprise. Voilà, ça, c'est vraiment les spécificités de l'entreprise classique. Alors, qu'est-ce qu'une URL? Alors, ce n'est pas un nouveau statut, ce n'est pas le énième statut, c'est toujours une entreprise individuelle. Je dirais que c'est celle-ci, hein, voilà, vous l'avez là. Elle est là, mais par contre, vous souhaitez, parce que j'ai quand même dit quelque chose qui n'était pas très agréable, et à chaque fois on me dit, mais Leïla, ouais, moi, je veux quand même dégager ma responsabilité. Patrimoine professionnel et personnel sont confondus. Donc, j'aimerais
pouvoir aussi garder ce statut qui est relativement confortable, mais pouvoir séparer aussi bien mon patrimoine professionnel et personnel. Donc, depuis 2010, eh ben, c'est parfaitement possible. Et ça s'appelle le IRL. Donc, on l'appelle entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc ça, c'est vraiment très spécifique à ceux qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Ils ne veulent pas non plus monter de statut. Ils considèrent que c'est quand même un statut relativement souple. Il y a quand même quelques avantages à le réaliser. Et donc, tout l'intérêt de faire une EIRL, c'est de pouvoir protéger son patrimoine personnel. Avec quelques aménagements, bien sûr, il y a quelques règles, bien sûr, à respecter. Donc, en l'occurrence, pour que ça puisse être effectif, eh ben, vous devez affecter un patrimoine à l'entreprise, qu'on appelle aussi patrimoine d'affectation. Ce n'est pas un capital, hein. Généralement, c'est un bien immobilier ou mobilier, d'accord, qui peuvent être saisis ou gagés si l'entreprise génère des dettes. Voilà ce que ça sous-entend par EIRL. J'affecte un patrimoine. J'affecte un patrimoine, quel que soit ce patrimoine, mobilier ou immobilier. Voilà, donc pareil, hein, une EIRL, c'est une EI avec cette spécificité pour laquelle vous pouvez opter ou pas. Donc c'est pareil, hein, TVA soumis à TVA, le bénéfice et le revenu de l'entrepreneur. Alors là, une petite particularité quand on arrive là-dessus, effectivement, le bénéfice, alors vous pouvez demander une option de l'impôt sur l'IS, ce qui peut paraître assez bizarre, mais en 2010, c'est effectivement une volonté. Si vous optez pour l'EIRL, vous avez la possibilité de dire, moi, mon bénéfice, ce ne sera pas mon revenu. D'accord? Mon bénéfice, je veux que l'entreprise paye des impôts et moi, ensuite, elle charge pour moi. Quand je me prends, du moins, si je me prends effectivement une rémunération, de bénéficier, en tous les cas, d'une certaine couverture sociale. Généralement, c'est la SSI, hein. C'est toujours la sécurité sociale, mais elle charge pour moi aussi de payer mes impôts sur le revenu. La société va payer ses impôts, mais moi aussi, je vais payer des impôts. C'est la particularité. Alors, dans quel cas je le fais? Je vous avoue que là, c'est vraiment suivre la formation. C'est 4 jours de formation chez nous, au moins pour les aspects juridiques. J'ai pas le temps de développer, on n'a pas le temps de développer. En fait, ce serait que d'amorcer quelque chose qui ne se terminera pas. Donc, d'où la nécessité de bien comprendre au moins le panorama de ces différents statuts juridiques. Vous en avez un troisième, bon, que vous connaissez certainement, c'est le micro-entrepreneur. Donc, on a vu l'entreprise dite classique, on a vu l'EIRL où on affecte un patrimoine, et vous avez le troisième niveau, si je peux appeler ça un niveau, le statut du micro-entrepreneur. D'accord? Donc, sa particularité, donc pour le micro-entrepreneur, sa particularité, quand on parle de, alors on dit l'auto-entrepreneur, sa particularité, ça a été une révolution quand ça a été mis en place. Ça permet tout simplement de créer une société, d'accord, sans sortir quasiment un centime, c'est un peu exagéré, mais sans sortir un centime, à l'administration sociale. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, quand on crée sa boîte, on est censé payer des charges sociales. Tandis que là, avec le micro-entrepreneur, on vous dit, vous ne réglez des charges sociales, d'accord, que si vous générez du chiffre d'affaires. Elle est là la particularité du statut de l'auto. Je paie des charges sociales que si je génère du chiffre d'affaires. Alors j'ai dit chiffre d'affaires et pas revenu, hein. Qu'on soit bien d'accord, c'est deux choses distinctes. Dans les deux cas précédents qu'on a évoqués, c'est bien sur le revenu que je paie des charges sociales. Avec le micro-entrepreneur, je paie des charges sociales sur mon chiffre d'affaires. On soit bien d'accord. Donc ça, pour le coup, en fonction effectivement de vos... alors, quand je dis chiffre d'affaires, c'est bien encaissé. Alors, encaissé, ce n'est pas parce que j'ai fait la facture que je l'ai envoyée à mon client que je suis obligée d'aller déclarer mon chiffre d'affaires pour payer mes charges sociales, hein. C'est à l'encaissement, une fois que vous avez encaissé, que vous déclarez effectivement votre chiffre d'affaires et que vous payez des cotisations sociales dessus.
Soyez bien d'accord. Donc, vous avez la possibilité d'opter soit trimestriellement, soit mensuellement. D'accord. Ça, c'est à vous de voir comment ça peut s'articuler. Alors, pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Je vous avoue que c'est stratégique et on ne pourra pas y répondre ce soir. Il faut vraiment, ça nécessite un peu plus de temps. Encore une fois. Ensuite, vous avez effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure sur les aides sociales, vous devez payer des charges sociales, mais vous payez des charges sociales par rapport à un taux qu'on vous attribue en fonction de votre secteur d'activité. Donc, si vous êtes dans le négoce, la fabrication, l'hôtellerie, votre taux est à 12,8%. Si vous êtes dans les autres activités de prestation de services, votre taux est à 22% sur le chiffre d'affaires. Donc, et là-dessus, vous êtes soumis à effectivement la sécurité sociale des indépendants ou de la CIPAV. Donc voilà pour ce qui est du micro-entrepreneur. Alors, une particularité, un vrai point qu'il faut vraiment comprendre assez vite, vous ne pourrez pas déduire vos charges, les charges de fonctionnement. Qu'on soit bien d'accord. Donc, les seuils, en fonction de la nature de votre activité, vont être différents, hein, tout simplement. Ça peut aller effectivement alors là, c'est les seuils que j'ai de 34 000. Alors, ah oui, une petite particularité, oui, c'est d'accord. Juste une petite, quelques instants. Donc, je n'ai pas tous les chiffres, effectivement. Alors, si, je peux vous les donner quand même, hein, que vous les ayez en tête. Pour tout ce qui ressort effectivement des professions libérales et des artisans, le chiffre d'affaires, c'est 72 500 € sur l'année 2020. D'accord. Et pour les activités de négoce, c'est 176 000 € pour l'année 2020. Ça, c'est pour l'année entière. On est bien d'accord. Il faut le ramener au prorata si vous ne démarrez pas au 1er janvier. Maintenant, ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est un peu les chiffres, mais le temps que je me remette droite dans mes pompes. Donc, pour le micro-entrepreneur, qui est en franchise de base, c'est de base de TVA, sa particularité quand on dit base de TVA, ça sous-entend tout simplement qu'il ne facture pas la TVA. Qu'il ne facture pas la TVA, donc il ne la collecte pas jusqu'à un premier niveau de plafond. D'accord? C'est quoi ces plafonds? Si je suis profession libérale, je vais devoir, à partir et au-delà des 36 500 € par exemple, commencer à collecter la TVA et ce jusqu'à 72 500 €. D'accord? C'est ça que ça sous-entend. Donc, je suis soumis à la TVA si effectivement, sur la première tranche de mon activité, dès que je la dépasse, je suis obligée de récupérer et de collecter de la TVA. Qui dit collecte de la TVA dit déductibilité de la TVA. Là, on se retrouve quasiment avec le fonctionnement d'une EI. Mais vous gardez quand même, ceci étant, vous gardez quand même le statut de l'auto-entrepreneur. Alors, si vous ne dépassez pas le chiffre d'affaires des 72 500 €, vous le gardez tout le temps. Et si vous le dépassez, il ne faut pas le dépasser plus de 2 années successives. Donc, il faut savoir que sur la deuxième année, vous allez lisser ce chiffre d'affaires. Voilà pour ce qui est effectivement du dépassement. Alors, ça, je l'ai dit, mois dépassant suivant l'activité, les seuils sont de 36 000 et de 94 000 € pour les activités de négoce. À partir du moment où la micro-entreprise se trouve dans l'obligation de facturer de la TVA, donc comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, vous pourrez la récupérer. Ça, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Donc, de bien réfléchir sur ce choix de statut qui donne un peu plus de souplesse, mais aussi un tout petit peu plus d'obligation. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les factures, en tous les cas, du fait que vous soyez un micro-entrepreneur, en dessous du seuil que j'ai évoqué des 36 500 € de chiffre d'affaires, d'accord, pour un prestataire de service ou un artisan ou une profession libérale. Pour un négoce, c'est effectivement 94 300 €. Ce chiffre d'affaires-là n'est pas soumis à TVA. Vous avez pour obligation, dans le cadre de votre facture, de faire préciser la mention TVA non applicable de l'article 293B du Code général des impôts. Ça, c'est les obligations. C'est vraiment les obligations. Donc là, pour le coup, réfléchissez bien. Pourquoi ce statut plutôt qu'un autre? C'est parce que vous avez un abattement fiscal qui va vous permettre effectivement de pouvoir ou pas
optimiser encore une fois, ce choix de statut, du fait qu'il ait une fiscalité qui est très particulière par rapport aux autres statuts juridiques. Alors, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas, dans le cas d'une micro-entreprise, je ne peux en aucun cas déduire mes charges. Je ne peux en aucun cas déduire mes charges, quelles qu'elles soient. D'accord? Qu'est-ce qui prend le relais? Eh ben, c'est l'abattement fiscal. C'est ça la spécificité de la fiscalité d'un micro-entrepreneur. Donc, comme je ne peux pas déduire toutes mes charges, on me donne la possibilité, alors c'est pas on me donne, on me dit, non, tu as choisi le micro, et par rapport à ton secteur d'activité, tu as directement un abattement fiscal. En fait, c'est celui-là qui va remplacer, d'accord, la déduction de vos charges. C'est une déduction de vos charges, c'est un forfait. Donc, en clair, si je fais 1 000 € de chiffre d'affaires sur ce mois-ci, le revenu est déjà connu par l'administration fiscale, puisque ils vont m'enlever 71% des 1 000 €, parce que j'ai le droit de les déduire, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, que ce soit vrai ou pas. Donc, je retire automatiquement 710 € des 1 000 €. Et pour l'administration fiscale, c'est 29% mon revenu fiscal qui est imposé, donc 290 €. Et on fait pareil pour les autres secteurs d'activité que sont effectivement les artisans. Donc eux, ils ont un revenu, ou en tous les cas, un abattement fiscal de 50% sur leur chiffre d'affaires, qui détermine, qui définit les charges qu'ils auraient dû déduire s'ils ont opté pour ce statut. Donc c'est 50% pour un artisan, les autres prestations commerciales. Et pour une profession libérale, c'est 66%. Alors, c'est 66% pour le revenu fiscal, mais c'est bien 34% d'abattement fiscal. Donc, 71% pour le négoce, c'est achat-revente de biens, 50% pour l'artisan et les prestations commerciales et 34% pour les professions libérales, quand on opte pour ce statut de micro-entrepreneur. Donc, j'ai l'impression de revenir, voilà, la particularité aussi de ce type de statut, puisque ça a été aménagé pour faciliter la création, pour minimiser l'aspect administratif. Vous devez aussi, comme dans toute structure juridique, on a été jusqu'au bout, le législateur a été jusqu'au bout avec ce statut. Il vous permet aussi, de payer de l'impôt sur un chiffre d'affaires. Il vous permet aussi de payer de l'impôt sur un chiffre d'affaires qui peut être de 1% pour tout ce qui est commerce. Pour activité industrielle, commerciale, du moins artisanale, c'est 1,7% et industrielle, je ne dis pas de bêtises, et 2,2% du chiffre d'affaires pour les professions dites libérales, toujours sur le chiffre d'affaires. Alors, cette option n'est possible, parce que c'est une option, c'est ce qu'on appelle le prélèvement libératoire, mais cette option n'est possible que si, d'accord, par rapport à l'année N-1, votre revenu, alors en tant que célibataire, je le dis, en tant que célibataire, n'est pas dépassé 27 086 €. En clair, si l'année dernière, j'ai déclaré 27 000 € de revenus, j'ai le droit d'opter, d'accord, j'ai le droit d'opter pour une fiscalité spécifique, c'est-à-dire que je vais payer mes impôts sur le revenu par rapport à mon chiffre d'affaires avec ce taux qui est relativement très bas, très très bas. Alors attention, encore une fois, je vous alerte, tout le monde ne devrait pas cocher, d'accord, ce prélèvement libératoire. Alors j'invite simplement ceux qui ne sont pas imposables, d'accord, ceux qui ne sont pas imposables par rapport à leur situation personnelle, bien sûr, de ne pas le considérer comme un avantage, bien au contraire. Ça devient un avantage que si, bien sûr, votre revenu déclaré en tant que célibataire n'est pas dépassé les 27 086 €. Ça, c'est un point très important. Donc, voilà ce qui est la différence qu'il y a entre société ou entreprise individuelle. C'est pas tant où est-ce que je vais aller, c'est vraiment, c'est quoi mon business, tu vois, je repars de là. C'est quoi mon business? Qu'est-ce que je peux faire? Comment quels sont les besoins en fait, quels sont les besoins pour nourrir ce business? Quelles vont être les rémunérations nécessaires à mon existence à moyen et long terme? Et j'ai pas dit à court terme, mais à moyen et long terme. Toutes ces questions vont conditionner le choix de mon statut. Donc, ça veut dire une bonne analyse, effectivement, ne se fait que si, derrière, j'arrive avec des éléments chiffrés. Donc,
c'est vraiment le business plan qui va déterminer, ou en tous les cas, je ne sais pas si c'est le bon terme déterminer, parce que je suis une puriste malgré tout. J'ai pas envie de dire déterminer, mais qui vous confortera peut-être un peu plus dans ce choix. Donc maintenant, on va faire un petit jeu ensemble, d'accord? Vous allez sur Kahoot. Je vous laisse le temps d'entrer sur Kahoot. Alors, les obligations pour créer une société de capitaux. Cochez ce qui n'est pas obligatoire. Alors, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire pour vous pour constituer une société? Alors, j'ai 40 personnes qui m'ont répondu des associés, c'est ça? 5 le capital, 10. Alors, la question, la manière dont elle a été tournée, on dit les obligations pour créer une société de capitaux. Cocher ce qui n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Est-ce que c'est un capital? Un capital, on l'a dit, c'est obligatoire. Tenir une comptabilité, c'est obligatoire. Une activité licite, c'est obligatoire. Donc, c'est forcément des associés. Alors, pour ceux qui ont répondu autre que ça, en fait, ce qui vous a perturbé, c'est que j'ai mis des associés, pas un associé. Au minimum, on peut être seul pour créer une société. Voilà pourquoi. Alors, bravo à ceux qui ont répondu associés. Donc, on va regarder qui, effectivement, voilà. Félicitations Vivi, Barbara, suivi de Barbara, Nicolas, Laetitia et Béranger. Alors, on va continuer la deuxième question. Alors, quand on est gérant majoritaire, on est au régime général. Est-ce que c'est vrai? Cochon bleu. Ah, c'est faux. Alors, la question, c'est quand on est gérant majoritaire, on est au régime général. Il y a 43 bonnes réponses, c'est ça. Hein. Effectivement, on n'est pas au régime général, on est au SSI, à la sécurité sociale des indépendants. Des indépendants. Donc, qui a répondu? Louise, Val, Édouard, Laetitia, Barbara. Très bien. Alors ici, la question, c'est une micro-entreprise, c'est un chiffre d'affaires limité? Oui. Un abattement fiscal? Un abattement fiscal, oui. Payer ses charges sociales sur le bénéfice, non. Et une déduction des frais sur mon chiffre d'affaires, non plus. Donc les deux bonnes réponses, c'est bien un chiffre d'affaires limité et un abattement fiscal. J'ai beaucoup insisté, surtout à la fin, pour dire voilà ce que c'était qu'une micro-entreprise, qu'elle payait ses charges sociales uniquement sur son chiffre d'affaires. Et que l'abattement fiscal, c'est ce qui lui remplaçait justement la déduction des frais. Bravo à vous. Voilà pour ce qui en est des statuts juridiques. Alors, qui a gagné? The winner is... Attention. Edouard! Félicitations, Edouard. Suivi de peu, a priori, de LOL. C'est pas un prénom, ça, LOL. Hein. Bellule. Bravo à vous. Donc, on va passer, si vous voulez bien, aux questions. Les différentes prestations que propose effectivement Créactif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là on a pris à peine une heure pour expliquer ce que c'était que les statuts juridiques, mais vous avez bien compris qu'en une heure on ne peut pas. On ne peut vraiment pas aller au fond du fond. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de nous pour pouvoir suivre le module d'ailleurs qui s'appelle Conduite d'un projet entrepreneurial et où vous trouvez tous les éléments que vous avez pu aborder aujourd'hui d'ailleurs, dont le statut juridique. Et pour le statut juridique, vous avez quand même 4 jours. Donc ça va effectivement dans la réflexion pourquoi ce statut plutôt qu'un autre, jusqu'à effectivement de vous accompagner pour l'immatriculation. Donc sachez que ça c'est effectivement en formation, vous pouvez le trouver sur présentiel ou tout simplement en ce moment en visio, puisque je crois que je ne sais plus s'il y a conduite vous en avez quasiment tous les mois, hein, des conduites de changement, des conduites de projet. Je vais y arriver. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Créactif
Je vous ai mis le lien de la formation Comprendre, choisir son statut juridique et s'immatriculer. Donc, vous pouvez le retrouver sur le chat. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement individuel en juridique, c'est également possible. Vous pouvez retrouver des formateurs comme Leïla qui sont experts dans ce domaine-là. Donc, pour les petites questions, donc il y avait une question de Viviana qui demandait plus d'explications sur le statut d'étudiant entrepreneur. En fait, dans la question, je peux entendre plusieurs questions hein, pour faire court, mais si je la prends brute comme elle a été peut-être dite, pour moi, oui, tout est bien sûr que c'est compatible. Maintenant, ça va être en termes effectivement de timing et surtout de bien gérer ce temps, puisque faire ses études et se lancer dans une création d'entreprise, ça peut être compliqué en termes de gestion du temps, mais rien ne vous l'interdire. D'autant plus que moi, j'en ai connu quelques-uns et qui ont fait de très belles réussites pendant leurs études en création d'entreprise. Donc, je ne sais pas auprès de quelle école vous êtes et je terminerai par du moins, d'apporter cette réponse. Et si vous êtes dans une école, renseignez-vous à savoir s'ils ne font pas de l'incubation, s'ils ne peuvent pas vous aider, s'il n'y a pas des écoles, du moins. Vous n'avez pas des incubateurs qui peuvent vous aider dans le cadre de votre création. Tout dépend bien sûr ce que c'est. Question justement pour rebondir. Alors, une sur les couveuses et une sur le portage salarial. C'était quoi les inconvénients et les avantages de chacune de ces solutions? De l'une et de l'autre. Oui. Alors, je vais reprendre le portage salarial et je répondrai après sur la couveuse. Portage salarial, généralement, alors les avantages, c'est que vous n'avez pas à vous préoccuper de l'administratif, d'accord, de la comptabilité, hein. Tout ça, c'est plus de votre ressort, d'accord, puisque vous devenez salarié de la société de portage. C'est la société de portage, d'accord, qui va gérer tous ces aspects et qui va facturer, d'accord, pour vous. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais qui va facturer pour vous. Et du coup, ce que vous avez, c'est vous, bien sûr qu'on soit bien d'accord, hein, c'est vous qui allez chercher vos clients, c'est vous qui allez faire toutes les dépenses, c'est vous qui allez générer le chiffre d'affaires, mais c'est la société de portage qui va facturer pour vous, qui va tenir votre comptabilité. Et pour finir avec la société de portage, elle va transformer le reste, une fois qu'elle a déduit toutes les charges, elle va prendre sa quote-part, bien sûr sa commission, elle va transformer ce qui reste en revenu pour vous. C'est elle qui va s'acquitter des charges sociales, patronales, et pour le coup, même de Pôle emploi, puisque vous serez salarié, plus un assimilé, mais un salarié. Voilà, un des avantages, c'est plutôt, je me préoccupe de rien, j'ai juste à trouver mes missions. Maintenant, l'inconvénient, le seul inconvénient que j'y vois, c'est que vous en mettez un peu moins dans vos poches, vous avez un revenu moins important, mais c'est des choix à faire. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le portage salarial, les avantages, j'ai donné surtout la caractéristique la plus importante du portage salarial. En ce qui concerne la couveuse d'entreprise, généralement, il faut regarder si vous en avez à proximité de chez vous. Elles sont étatiques généralement. Donc une couveuse d'entreprise, la particularité, c'est de vous accompagner, d'accord, dans le cadre de votre réflexion de business. Alors on est quand même sur un business pratiquement aboutir, mais il reste encore peut-être des choses à réajuster ou peut-être que vous-même n'êtes pas sûr, d'accord? Vous n'êtes pas sûr. Voire une troisième hypothèse où votre situation actuelle ne vous permet pas de créer une entreprise. Et peut-être que la couveuse est une bonne alternative. Donc, c'est quoi une couveuse d'entreprise? C'est elle vous accompagne dans l'élaboration de votre projet. Vous pouvez bénéficier de quelques appuis de conseils, voire même de formation. Mais surtout, le point important de la couveuse, vous pouvez facturer, ou du moins c'est la couveuse d'entreprise qui va facturer pour vous, d'accord, qui va prendre en charge cette facturation pour vous éviter tout de suite de vous immatriculer. Ça peut être aussi une façon de tester son activité. Je dirais que le point fort d'une couveuse, c'est plutôt celle-ci. Je suis pas encore sûre. Je suis pas encore sûre de mon business, je suis pas encore sûre de moi. Peut-être que, mais j'ai quand même des missions, mais je voudrais pas non plus créer parce que, vous voyez, c'est toutes ces questions qu'on peut se poser. Donc, automatiquement, le fait de passer par une couveuse, c'est pas non plus déconnant et c'est quand même plein de bon sens. Généralement, c'est un peu avant d'envisager véritablement une immatriculation.
Portage salarial, on peut finir sa carrière en portage salarial, en couveuse. À un moment donné, on sort de la couveuse et on s'immatricule. Voilà pour ce qui est de la réponse, en espérant qu'elle est. Merci, Leïla. Il y a une autre question, et je pense que beaucoup d'entre vous se la posent, c'est si je suis salarié en parallèle, est-ce que j'ai un statut qui est imposé d'office? Non, non. J'ai pas de statut qui est imposé. Par contre, je dis non, mais je l'ai pas dit avec, avec une. Je dirais que c'est pas la première des questions qu'il faut se poser. La première des questions, oui, je peux me lancer dans l'entrepreneuriat quand je suis salarié. Bien sûr que c'est pas parfaitement possible, mais faut-il encore que je ne fasse pas concurrence à mon employeur? Ça, c'est un préalable. Que je regarde les clauses qui m'engagent avec lui, hein, ça c'est important, avant d'envisager quoi que ce soit. Ça va être la première des choses. Ensuite, effectivement, il n'y a aucun statut qui me l'interdit, sauf peut-être, et ça je ne vais pas le développer, sauf quand on est fonctionnaire. Il y a des statuts qui vous sont imposés en tant que fonctionnaire de l'État. On a écrit un article dessus, donc oui, tout à fait. Lisa vous a mis le lien, il y a plein de détails dedans. Une autre question de Julia, peut-on créer une entreprise sous la forme d'une association et quels en sont les avantages et les inconvénients? Je dis oui. Je dis oui, bien sûr qu'on peut créer une activité dite à but non lucratif. Loi 1901, il faut avoir une vraie stratégie. Alors, je sais parfaitement de quoi je parle, hein, puisque moi, j'avais une entreprise. Alors, je dis une entreprise, mais en vérité, c'était une association qui avait quand même pour un objectif très clair, qui était de faire de l'économique. Donc, une association, bien sûr, on peut développer des activités. Il faut respecter quelques formalismes, bien sûr, aussi. Alors, je peux les donner, mais ils sont. Alors, les deux principaux, il faut que, si tu veux rester à but non lucratif, il ne faut pas, bien sûr, que le coût de tes prestations dépasse celle de tes concurrents, soit plus importante que celle de tes concurrents. En fait, il faut que tu sois en dessous du marché pour pouvoir proposer tes prestations. Il faut un conseil, il faut un membre du bureau, hein, il faut un président, une secrétaire, etc. Sachant que tu ne peux pas être jugé parti, hein, tu ne peux pas te reverser une rémunération comme tu le souhaites. Donc, il y a plein de questionnements à se poser avant tu vois, avant d'aller plus loin. Donc, oui, tu peux créer une activité en association. Et oui, et ça, j'ai pas. Et oui, tu peux être une association aussi à but lucratif. Donc, de but non lucratif, tu peux devenir à but lucratif. Et j'en reste là avec ma réponse. En quoi ça peut gêner de ne pas avoir de bulletin de salaire si on choisit l'EURL? Ah, il y en a un qui m'a écouté tout à l'heure. Voilà, et justement, c'est ce qui met info que vous avez évoqué ce matin. Ouais, moi j'aime bien le dire, pas parce que, mais quand on est sur des projets à court terme, à 2-3 ans, si vous avez un projet de vous agrandir, d'acheter un bien, peut-être qu'il faudra l'envisager avant d'opter pour ce statut de URL. Pourquoi? Parce que ce qu'on demande généralement quand on veut changer de logement, pas ne serait-ce que ça, un louer, avoir plus grand ou acheter, on vous demande un CDI avec un bulletin de salaire quand même. Quand je dis bulletin de salaire, avec une rémunération. Alors que quand on est en EURL, vous n'avez pas de rémunération. Qu'on s'entende, hein, vous n'avez pas de bulletin de salaire. Il faut attendre 1 an pour savoir quel est le revenu que vous avez généré. Et généralement, on prend les 3 derniers exercices pour savoir si on vous fait confiance ou pas. Donc, c'était juste vous mettre en alerte par rapport à votre situation personnelle et dire attention. Voilà pourquoi j'ai expliqué ça tout à l'heure. L'autre question qui avait été sélectionnée, c'est un Anglais qui habite en France. Il veut créer son entreprise au Royaume-Uni. Est-ce qu'il doit payer ses impôts en France comme il habite en France et qu'il va gérer son entreprise depuis la France? Alors, là-dessus, je laisse. Alors, j'avoue que je vais avoir quelques difficultés à répondre à cette question, même si je la connais, parce qu'il y a le Brexit, vous savez, hein, je vous apprends rien, monsieur l'anglais. Il y a encore des choses qui sont en train de se mettre en place et j'avoue que moi, je n'ai pas forcément regardé, hein, mais je vais dire simplement les choses. Quand on vit en France, d'accord, et si on arrive à prouver que vos activités, hein, soyez bien d'accord, hein, vos impôts sur le revenu, vous devez les payer en France si vous êtes résident
en France. D'accord? Ça, c'est un premier point. Ensuite, si vous créez une activité à Londres, du moins en Angleterre, on regardera, l'administration fiscale française va regarder de près quand même, ça c'est un point, mais alors qu'il faut bien intégrer, elle va regarder si l'activité que vous générez, c'est bien lié à un business effectif en Angleterre, pas en France. Si vous faites votre business en France et que vous avez logé votre entreprise en Angleterre, à mon avis, il vous tombe dessus, mais royal, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais quand on est résident en France, on paie ses impôts en France, oui. Et si en plus la société doit payer ses impôts, ce qu'on regardera, c'est l'activité. Si ce que vous avez réalisé comme chiffre d'affaires, ça a été fait dans le pays où vous avez effectué ce chiffre d'affaires, en fait, vos clients sont en France, en fait. Tout simplement, c'est qu'une coquille en Angleterre. La décision de versement de dividendes peut-il être modifiable au cours de la vie de l'entreprise? Oui, bien sûr, parce qu'on va avoir effectivement des modalités du tronc commun sur les statuts, mais après, tous les ans, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle une assemblée entre les associés, une assemblée extraordinaire entre les associés pour savoir si vous vous rétribuez des dividendes ou pas et à quel niveau. Donc tout ça, bien sûr, c'est revisitable tous les ans. Voilà. Si on s'en verse ou pas, et à qui, à combien, bref, voilà. Donc, on va finaliser avec une dernière petite question. En cas de micro-entreprise, cotise-t-on pour le chômage? Ok, je l'ai dit tout à l'heure, niet. Bon, au moins c'est clair. Pas possible. Non, c'est pas possible. Je l'ai dit, quel que soit le statut juridique, on ne cotise pas pour le chômage. Je veux créer mon auto-entreprise, ma micro-entreprise. Est-ce que l'entreprise où je suis salarié peut m'interdire de rester salarié chez elle et de travailler dans ma micro-entreprise en même temps? Oui. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, alors ça va dépendre de son contrat de travail, très clairement. Donc, soit il y a une clause de non-concurrence, et là, pour le coup, si l'activité qu'il fait est concurrente à celle de son employeur, bien sûr que l'employeur peut lui demander tout simplement de tout stopper. C'est parfaitement possible. Et en plus, il en a le droit. Maintenant, si ce n'est pas une activité dite concurrente, c'est deux métiers complètement différents, son employeur peut lui imposer par contre un contrat d'exclusivité et de loyauté. Donc ça veut dire quoi? D'exclusivité, c'est-à-dire que ce qu'il fait en dehors de l'entreprise, ça le regarde. Mais ce qui se passe dans l'entreprise, il n'a pas le droit de ramener du boulot, en fait. Il faut pas qu'il soit extrêmement vigilant. Quand il est à son employeur, quand il est dans l'entreprise de son employeur, il ne fait rien d'autre que les obligations de s'acquitter des obligations de son employeur. C'est très. Alors, vous avez un article là-dessus aussi qui est sorti, je crois. Juliette. Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez regarder sur notre blog. Il faut vraiment demander l'autorisation à son employeur. Et si vous ne voulez pas qu'il le sache, soyez extrêmement discret.